Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour ce 71e Grand Prix de Macao. La première édition de la Coupe du Monde de Formule Régionale. On avait suivi la course qualificative hier, avec notamment la victoire d'Hugo Choco qui partira donc en pole position. 27 pilotes sont engagés pour cette première édition de la Coupe du Monde de Formule Régionale. Bon réveil à tous. Alors évidemment, il est 15h30 à Macao, 8h, enfin 15h20 à Macao, 8h20 en France. Donc bon réveil déjà à tous. Prenez votre petit déjeuner, mettez-vous bien. En attendant, les pilotes sont déjà tous installés sur la grille de départ. Donc avant de passer directement au stream, on va refaire un petit point sur ce qui s'est passé notamment lors de la course qualificative. Si vous avez loupé ça, il s'en est passé des choses lors de la course qualificative et notamment on va voir donc la grille de départ, alors qu'on voit Alexander Abkazava, le coéquipier de Théophile Nael, sur sa Saint-Éloque à l'image. Voici la grille de départ, 27 pilotes donc présents sur cette grille, y compris Mari Boya, 4ème l'an dernier, pilote qu'on a déjà vu en Formule 3 ces 2 dernières années, mais seulement 27ème et dernier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que il a été tout simplement disqualifié de la course qualificative. Un peu comme Nico Hülkenberg au Grand Prix du Brésil de Formule 1, il a reçu une assistance de la part des commissaires de course pour pousser sa voiture alors qu'il avait calé au tour de formation, et il n'aurait pas dû faire le tour de formation. Il aurait dû, les mécaniciens, enfin les commissaires de course auraient dû le pousser directement dans la voie des stands, donc il a été disqualifié. 26ème, un très très grand favori, Tuka Taponen, qui a malheureusement frappé le mur par 2 fois lors des 2 séances les plus importantes du week-end, en qualification puis à la course qualificative au premier tour au virage numéro 2. Tuka Taponen qui reste quand même un pilote de la Ferrari Driver Academy, un champion Formule Régionale Moyen-Orient, 3ème de Frécasse, l'un des plus gros palmarès, mais il partira 26ème et sera condamné à l'exploit pour espérer quelque chose. 25ème, Sota Ogawa, lui aussi une victime du premier tour, champion de Formule Régionale japonaise, le doyen de cette grille, qui a déjà 25 ans, car ici au Grand Prix de Macao, on est plutôt sur des pilotes entre 16 ans, entre 20 ans grand maximum. Là, 25 ans, c'est vraiment le doyen. Mattia Colnaghi, lui aussi un des pilotes accidentés de la course qualificative, le tout frais champion de F4 espagnol qui vit son premier week-end avec cette voiture, 23ème. On retrouve le pilote kazakh Alexander Abkazava sur la 2ème des Saint-Éloque. En 22ème, on retrouve Ruiki Liu chez PHM, 21ème Rikuto Kobayashi, pas de lien de parenté avec Kamui Kobayashi, mais un pilote soutenu par Toms et par Toyota. En 20ème position, on retrouve le pilote indien Kai Daryanani. En 19ème, la 3ème DRT, Kanatoli, qui partait dernier de la course qualificative, qui est quand même bien remonté et a profité des accidents devant lui. 18ème, Jet Bowling, surprenant de le voir aussi haut, mais il est quand même en 9ème ligne. Il sera derrière Thiago Rodriguez, l'ancien champion de F4 chinoise, local, le seul pilote macanais de cette grille. En 16ème place, on retrouve le fils de Takuma Sato, cette fois Rintaro Sato, actuel pilote de F4 japonaise, derrière Cooper Webster. Et Cooper Webster, c'est dommage car il faisait un excellent week-end de Macao jusqu'ici. Il évoluait même en 6ème position, mais a malheureusement shooté Théophile Nael lors de l'arrivée de la pluie à la course qualificative. Donc il a reçu assez logiquement 5 secondes de pénalité. Alors que j'en profite pour remercier Antoine L04 pour le follow. Je vais d'ailleurs en profiter, les follow depuis le dernier live. Attendez, je vous récupère un peu tous. Merci beaucoup à GG Pewd 46, les Outsiders TV, Tornil RS, merci donc à vous 4. Cooper Webster donc qui est tombé au 15e rang, c'est dommage puisqu'il c'était vraiment une très grande surprise hein, sur sa petite Evans Grand Prix d'être aussi haut, à voir s'il pourra remonter. 14e Valerio Rinicella chez MP, 13e Alex Dunn, donc oui il y a une question de Xelang 4, Dunn n'était pas devant Nakamura à la base, il a reçu une pénalité d'une place et donc a dû repasser derrière Nakamura. Il n'y a pas eu de document des commissaires qui est sorti officiellement, en tout cas en ligne sur internet. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait des drapeaux jaunes qui étaient sortis. En fait, quand Théophile Nael a été sorti par Cooper Webster, il y avait des drapeaux jaunes et donc il n'y avait pas l'autorisation de dépasser. Donc, et Alex Dunn a un peu profité de ce chaos avec Théophile Nael qui ressort devant eux.
Donc Alex Dunn passe derrière Jin Nakamura, autre pilote Toyota qui partira en 12e position derrière justement le pauvre Théophile Nael qui faisait une excellente course qualificative, qui avait déjà fait plusieurs dépassements. Vraiment son rythme, le rythme de ce pilote français a été vraiment très impressionnant tout le week-end. Donc il est un peu mal récompensé de cette 11e position sur la grille de départ, mais c'est bien mieux que quand même la plupart des favoris, Dunn, Taponen, etc. En 10e place, on retrouve un autre grand favori, Dino Beganovic, chez Prema, 10e. Le pilote F2, le pilote F2 annoncé chez Dams, alors que vous me dites départ derrière la safety car, malheureusement, alors il y a eu de la pluie qui a été... Attendez, pourquoi départ derrière la safety car? C'est sec là? C'est sec ou mes lunettes voient pas bien? J'ai un peu de mal à comprendre. On va compléter la grille de départ pour que vous soyez bien dans le contexte, que vous ayez vraiment tous les éléments. 10e Dino Beganovic, le pilote de Formule 2 de Dams, qui fera ses débuts, le week-end dans 2 semaines au Qatar. 9e, notre deuxième français, Evan Gilter, qui évolue à la 7e position, 7e, 8e position, avant malheureusement une petite sortie au même endroit que Théophile Nael. En fait, c'était à l'arrivée de la pluie. 8e, Rachid Al-Dairi, très très bonne surprise, le pilote émirati. Il y a encore quelques patchs mouillés apparemment. Oh là 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 là. C'est dommage. Merci beaucoup à Fitch and Ride pour le follow. Comment ça va, me demande Clément Beignet 45. Et bah écoute, ça va très très bien. On complète, on continue de remonter cette grille de départ, puis ensuite on va basculer sur le stream YouTube qui est ouvert juste à côté. Mais a priori, donc départ derrière la voiture de sécurité. Et bah c'est bien dommage. Enfin c'est bien décevant. Enfin ça enlève un peu de hype. On retarde le départ le temps que ça sèche au pire. Ouais, je sais pas, mais après s'il continue de pleuvoir, en fait il faudrait que les voitures roulent. Il faudrait que les voitures roulent pour un peu faire sécher tout ça en fait. Rachid Al-Dairi donc sur sa PHM premier week-end dans une formule régionale et le pilote émirati répond clairement présent hein, lors des essais. Ça sera un futur pilote Prema en Freca, mais vraiment après 2 saisons de F4 italienne, il a l'air d'être beaucoup plus à l'aise dans cette voiture de formule régionale. 7e on retrouve James Wharton qui à la course qualificative, on l'avait vu à l'écran, on l'avait tous vu à l'écran, il avait reçu un stop and go de 10 secondes, ART a fait appel et du coup la pénalité n'a pas été appliquée. Je crois comprendre que c'était pour un dépassement lors du tour de formation, j'ai pas exactement tout le contexte, mais visiblement donc James Wharton a bien gardé sa 7e position. On va dire un peu, tant pis pour nos Français que j'espérais voir partir 8e et 10e, ça reste quand même 9e et 11e. Dépassement dans le tour de formation, oui, oui. C'est de la F2? Non, c'est de la formule régionale, mais il y a quand même des pilotes de tous les horizons, de Formule 4, de Formule régionale, de F3, de F2, vu qu'il y a Dino Beganovic et Oli Goethe. Mais c'est la Coupe du Monde de Formule régionale, c'est l'un des événements les plus mythiques des formules de promotion. TF Tour de formation, faut bien abréger. Ah ouais, t'as pas le time, toi. T'as pas le time. 6e, Matteo De Palo qui a bien profité du grabuge qu'il y a eu devant lui pour gagner 4 positions. Et si c'était peut-être le pilote à surveiller, le pilote italien de chez PHM, pourquoi pas. 5e, notre pilote français natif de Shanghai, Enzo Dellini, qui sera le français le mieux placé. Il était tout proche de passer 3e au départ de la course qualificative, mais voilà, et il l'a dit lui-même sur Instagram, il a préféré, voilà, c'était la course qualificative, il fallait pas tout risquer non plus pour gagner une seule place au risque de finir dans le mur, ça aurait été dommage de tout perdre. Malheureusement, c'est monsieur Freddy Slater qui l'a dépassé, peut-être le nouveau, le regen de Lando Norris. C'est un pilote extrêmement talentueux, très jeune, très riche, qui roule énormément en test, qui est chez Prema. Il a été peut-être un peu discret lors des qualifications, mais au contraire de ses coéquipiers, Beganovic et Dunn, lui ne s'est pas accidenté et a pu finir les qualifications et a pu partir 7ème. Et ensuite, il a fait une course qualificative très sérieuse pour remonter à la 4ème place. Il a donc gagné 3 places, vous avez fait le calcul, durant cette course qualificative. Est-ce qu'il peut en gagner 3 supplémentaires pour devenir le 71e vainqueur du Grand Prix de Macao? Pourquoi pas en tout cas. Voilà, le champion de F4 italienne est quand même un énorme outsider au vu de ce qu'il a montré à la course qualificative hier. 3e, Noël Léon, le pilote F3 de Van Amersfoort qui ira chez Prema l'an prochain. Noël Léon qui fait aussi un week-end très sérieux.
En deuxième position, on retrouve Oliver Goethe, le pilote du Red Bull Junior Team, qui roule chez MP Motorsport en Formule 2 depuis quelques week-ends désormais. Et en pole position, on retrouve le vainqueur d'hier, très logiquement, Hugo Choukou, pilote américain soutenu par le McLaren Junior Team. Donc écoutez, on a quand même du beau spectacle, alors que, oui, la course va commencer sous safety car. Et donc on aura donc un départ lancé. Donc j'ai hâte de voir quand même l'état de la... J'ai quand même hâte de voir l'état de la piste. Et ça veut dire du coup pas de tour de formation pour moi d'ailleurs. Oui voilà, c'est ça. C'est ça, on va commencer directement. Alors attention, on avait déjà eu du grabuge la dernière fois. On avait déjà eu du... Oh, Noël Léon qui a pris beaucoup de temps hein, quand même à partir. Parce que la dernière fois au départ de la course qualificative, on avait eu quand même... alors que j'ai un peu décalé mon écran moi, il est un peu sorti. Attendez, hop. En voyant la safety car, j'ai eu des traumatismes d'hier. Ouais, espérons qu'il y ait un peu moins de safety car. Après, voilà, comme je l'avais dit lors de la course qualificative, il y avait eu un briefing hein, de la part des commissaires de course pour les pilotes, pour faire un petit rappel à l'ordre sur les standards de pilotage, sur tout ça, car il y a eu un nombre exceptionnel de drapeaux rouges durant tout le week-end. 12 drapeaux rouges combinés sur les 2 séances de qualification. Espérons voilà, qu'on n'atteindra pas ces extrêmes lors d'une course de 15 tours. En tout cas, voilà, le départ du Grand Prix de Macao a été lancé. On va vite espérer. Rappuie sur direct et pas à jour. Bien, merci bien. Merci bien. Parce que encore une fois, si vous me spoilez dans le chat, non, ça va pas le faire. Donc a priori toutes les 27 voitures sont parties cette fois sans encombre. On rappelle que la dernière fois on avait perdu Mariboya dès le départ du tour de formation et que ça avait au final abouti sur sa disqualification. Cette fois l'Espagnol a bien pu partir depuis sa 27e position, pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, évidemment beaucoup de regrets pour Mariboya. Eh, Nitram, ça commence. Safety car Indy Slap, donc il n'y aura qu'un seul tour de formation. On va avoir un départ lancé très rapidement. Ouais, ok. Je sais pas si les pneus vont être directement bien, etc. Mais en fait, c'est un départ normal. C'est un départ normal. Un seul tour de formation et départ lancé. Ok. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a vu sur le circuit, j'ai pas vu de zone vraiment mouillée. Hein. Donc j'ai du mal à comprendre. C'était juste pour éviter un crash au départ. Ouais. En vrai, c'est le plus probable, hein, je pense. Il voulait juste pas un départ arrêté. Ouais. Malheureusement je vois que ça. C'est un peu dommage puisque certes il y a déjà eu énormément de casses et ça commence vraiment à chiffrer pour certains pilotes, ça se compte déjà en dizaines voire même en centaines de milliers d'euros, donc je peux comprendre qu'on préfère éviter la casse, mais bah c'est quand même ça. Ouais, en même temps vu le nombre de drapeaux rouges certes, mais bon c'est quand même ça la course quoi. Bon. Écoutez, on va avoir un départ lancé. Hugo Choukou sur la R-Ace en pole position qui va mener la meute vers le virage 3, vers le premier freinage. On rappelle, on a une grande ligne droite avec 2 virages rapides qui passent à fond normalement, mais c'est là où s'était sorti Sota Ogawa et Tuka Taponen à la course qualificative hier. Quand est-ce que Hugo Choukou va relancer? Il va relancer très tôt. Il a déjà relancé, il a fait un peu comme hier, sauf que cette fois Oli Goethe a été plus attentif. Il va pas pouvoir attaquer. Par contre, Leon Slater, Deligny, c'est tout ce groupe est assez proche. Alors que Matteo De Palo est un peu lâché derrière. Deligny a fait un petit gap sur Matteo De Palo. Pour l'instant, on ne peut pas dépasser. Il va falloir passer le drapeau vert. Cette fois, c'est parti. Enzo Deligny qui est dans les échappements de Prédicateurs. C'est surtout le Britannique qui est très proche de Noël Léon. Je pense qu'il va essayer de tenter quelque chose, le Britannique, sur le pilote mexicain. Léon, voiture bleue, Freddy Slater, voiture rouge et blanche derrière la Red Bull d'Enzo Deligny. Alors qu'on a Evan Gilter à l'attaque sur Rachid Aldaeri dans le fond. Et Slater qui va devoir lâcher. Gilter est déjà passé à la 8e position. Et Théophile Naël qui est un peu emmené dans le mur par Matteo De Palo, son ancien coéquipier de Freka. Attention, ils sont à 3 de front derrière. Attention, et James Wharton à l'extérieur sur Matteo De Palo, ça ne va pas passer, il est dans le mur, James Wharton, et malheureusement, Evan Gilter n'a pas pu oh, le big one, le drapeau rouge, et encore une fois, c'est la même chose qu'en qualification, on va avoir drapeau rouge, c'est une certitude, la piste est complètement bloquée, on a 6-7 voitures à l'arrêt,
C'est exactement, oh là là, oh là là là, c'est exactement pareil qu'en qualification. James Wharton qui va dans le mur et Evan Gilter qui ne peut l'éviter. Alors, ce n'est pas, la course est terminée pour les ART. La course est terminée pour les ART. Je suis persuadé que j'ai vu, Evan Gilter avec une suspension cassée. Ouais, puisque c'est Canatoli, l'autre ART qui a arrêté, la ART numéro 18. C'est déjà une fin de Grand Prix pour ART. Alors que devant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout le monde a gardé sa position. Le top 6 est inchangé, je crois. On va revoir ce qui s'est passé à ce virage 3. Moi, j'étais un peu concentré sur les défenses douteuses de Rachid Al-Daïri derrière. Là, De Palo, Wharton à l'extérieur sur la ART. Ouais, pourtant, il y avait un peu de place. Et ouais, c'est ça. La suspension arrière, arrière gauche d'Evan Gilter qui est touchée. Et là, bah, c'est l'empilement. Je crois qu'on a aussi une fin de Grand Prix pour les Vans Grand Prix. Alors, De Palo, j'ai envie de dire, il y a Naël aussi. Comment ça, Naël aussi? Non! Là, on est en caméra embarquée avec Dino Beganovic. Donc, Naël doit être juste devant. Non, Naël, il a bien évité. Hein. Et là, c'est Gilter à la droite. Non, Naël a pas été touché. Hein. C'est Abkazava, drapeau rouge, très logiquement. Utile ce départ sous safety car. Voilà, pour moi, ça changeait rien. Alors après, on pourra arguer quand même que c'est un crash à plus basse vitesse, on va dire. Et là, malheureusement, bah oui, c'est Evan Gilter qu'on avait vu, suspension cassée. Que c'est frustrant comme week-end pour Evan Gilter, puisqu'on sentait vraiment que le rythme pouvait être là. C'est frustrant. C'est frustrant. 9ème position, bah non, plus maintenant. C'est dur. Là, c'est dur pour toute l'équipe française, car Wharton, Gilter, on sentait vraiment qu'ils avaient quelque chose. Alors, je sais pas, peut-être pas pour jouer automatiquement la victoire, mais voilà, on sentait qu'ils avaient quelque chose pour faire top 10, voire même probablement top 5. Abkazava, il a passé le premier virage. Alors, attends, Abkazava... Non, Abkazava, bah attends, il est 14. Alors, on a des grosses remontées avec ceux qui ont réussi à éviter l'accident. En tout cas, le top 6 est inchangé. On a toujours Matteo De Palo qui est là. Oh là 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 là. Al-Daïri, donc on a deux PHM 6 et 7. Et Théophile qui est au final l'un des grands vainqueurs. De ce départ. Avec ce Big One qui est passé devant lui. Théophile qui est remonté à la 8ème position. Il a gagné 3 places. Ça peut être franchement très intéressant car on a vu quand même qu'il avait un très très gros rythme. Alors Wharton aussi, ça va commencer à monter hein, le budget réparation. Je crois me souvenir que par exemple Ugo Ugochukwu s'était craché plusieurs fois le week-end dernier. Oui, Ugo Ugochukwu, le même qui est en tête actuellement. Ugo Ugochukwu qui avait fait le Grand Prix de Macao l'an passé. À l'époque c'était des Formule 3. Son budget réparation pour Macao, c'était quasiment le budget de la saison. Du reste de sa saison. C'est gigantesque. Donc là pour Wharton, je pense aussi... Oh, il y a une autre voiture arrêtée. C'est une voiture japonaise, j'ai l'impression. On voit pas le numéro là comme ça. Qui est arrêté? C'est parfait. Cet angle, on voit pas la livrée. Comme ça, je dirais que c'est une TGM ou une Toms. Sato, voilà. Rintaro Sato, le fils de Takuma, qui va être arrêté. Donc attendez, on va avoir beaucoup d'abandons. Je vais essayer de faire le point un peu sur tous les abandons. Mais il y a eu énormément de casses. Et donc, déjà, un drapeau rouge. C'est le risque, hein, évidemment, quand dans les rues si étroites de Macao, le moindre crash peut très vite se transformer en drapeau rouge, puisqu'il peut très vite y avoir ce risque d'empilement. Oh, les ailerons avant quand ils sont balancés comme ça. Alors, on a combien de voitures encore en piste? On a 20 voitures. On a plus que 20 voitures. On a perdu 7 pilotes. C'est juste énorme. C'est pas de la famille, un ancien de la F1 japonais. Oui, Rintaro Sato, c'est le fils. C'est le fils de Takuma. Et je crois que c'est tout. FCB Noah 7, c'est énorme cette voiture. On a Kaida Ryanani chez Evans, Grand Prix Canatoli chez ART, tout comme Evan Gilter et James Wharton. James Wharton qui avait d'ailleurs signé le meilleur premier secteur absolu, pour la petite information. On va revoir ce qui s'est passé. Regardez la ART d'Evan Gilter qui va essayer d'arriver derrière et qui tape juste de la roue. Juste de la roue, ça suffit à briser sa course, à briser l'essieu. Puis là derrière, bon bah c'est...
C'est la catastrophe, donc abandon donc de Wharton, Gilter, Canatoli, de Rintaro Sato, du local, Thiago Rodriguez aussi chez Evans Grand Prix, Jet Bowling chez Kiwi Motorsport et Kai Darianani. Non, Evans Grand Prix, donc il y a encore une voiture, il y a encore la voiture de Cooper Webster qui est en piste, mais c'est une fin de Grand Prix pour Kiwi Motorsport notamment, pour Art Grand Prix. On va revoir en caméra embarquée d'Alex Dunn. Oh, qui avait une aspiration énorme là. Je sais pas qui a lâché, c'était Jin Nakamura qui avait pas mal lâché devant lui. Oh, Alex Dunn qui a touché aussi. Alex Dunn qui a touché mais qui a pu continuer, il est toujours 11ème. Et Tuka Taponen, tiens, Tuka Taponen qui a gentiment évité tout le monde, qui a été super précautionné. Et du coup, Tuka Taponen est toujours en vie, et toujours 17ème. C'était peut-être ça la bonne technique, hein, tout simplement, pour les pilotes qui partaient au fond de la grille, piloter extrêmement lentement sur les premiers virages et éviter le gros carton. Efficace, hein, efficace pour Taponen, efficace aussi pour Mariboya qui est toujours en piste. Taponen est juste là pour pas payer plus cher. Ouais, enfin, en plus, c'est deux crashs assez similaires. Alors, c'est pas au même endroit, mais c'est vraiment la même suspension, la même cinétique presque entre ces deux crashs qui sont à deux endroits complètement différents. Mais en tout cas, Taponen, évidemment, je pense qu'il a été un peu, il a pas voulu jouer les héros en arrivant dans le virage 3, et il a bien fait. Alors par contre, je suis quand même étonné. Genre Alex Dunn, alors a priori la Prema a l'air très résistante, puisque quand même on sent à la caméra embarquée qu'il y a eu vraiment un contact. Il y a vraiment eu un contact avec la voiture accidentée de Wharton. Alors on revoit encore la caméra embarquée de Dino Beganovic. Ouah, déjà là, ce virage qui passe à fond, il a failli la perdre. Dino Beganovic, c'est avec Rachid Al-Daïri. Et on a Théophinael, je crois, qui survient là au milieu. Oui, c'est Théophinael, qui arrive à passer. Oh, Beganovic, il aurait complètement pu s'ajouter à cet accident, hein, parce qu'il la perd un peu, il drift un peu au virage 3, il s'en sort bien quand même, le pilote suédois qui est 9ème et qui a quand même gagné une position. Big Brain casser sa voiture pour partir dernier, éviter un carambolage. Alors oui, sinon il y a une autre technique, tu pars premier et c'est plus efficace. Après, Dunn a pu finir sur 3 roues et revenir réparer sa suspension. Bah je sais pas, puisque Alex Dunn est quand même 11ème. Et il y a eu quand même 3 secteurs entiers sous drapeau vert. Si sa suspension avait vraiment été cassée, il aurait pas pu continuer, hein. Enfin, ou en tout cas, il aurait perdu des places. Là, Alex Dunn, il était environ 11ème quand il y a eu ce contact avec Wharton dans le mur. Et au final, Alex Dunn est toujours 11ème. Il n'a pas été passé par les pilotes derrière lui. Et pourtant, les pilotes derrière lui, c'est pas des manches, quoi. Rinicella, Webster, etc. Bon, un petit peu déçu quand même pour Freddy Slater notamment. Freddy Slater donc qui reste 4ème, qu'on voit actuellement à l'image. Il n'a pas réussi à trouver le meilleur sur Noël Léon. Deligny par exemple avait été plus proche que ça lors de la course qualificative, mais après voilà, c'était un départ lancé, pas un départ arrêté. Peut-être que Slater s'est peut-être un peu exposé un peu trop tôt, il s'est un peu trop vite montré dans les rétros avant les virages 1 et 2 qui se passent à fond. Donc il n'a pas pu être en bonne position pour vraiment attaquer sérieusement de façon franche au virage 3. Voilà, il va falloir être un peu plus offensif au prochain restart, qui sera très probablement aussi sous départ lancé, hein. Commencez pas à vous faire des espoirs. Je ne pense pas qu'on aura un départ arrêté cette fois, hein. Enzo Deligny à l'écran, lui aussi il était proche de Slater, mais au final c'était aussi difficile de faire une franche attaque, et on a vu, hein, James Wharton c'est le seul pilote du top 7 qui a essayé de faire une vraie attaque à l'extérieur en plus, au virage 3 sur Matteo De Palo. On voit comment ça a fini. 70 tours, ouais. Alors si on avait 70 tours comme à Monaco, ouais. 78 je crois, 78 tours je crois, à Monaco. 70 tours à Macao, même le vainqueur en fera que 50 max. Alors c'est vrai que pour l'instant on a des ressemblances avec un open lobby d'hydro, c'est vrai que pour l'instant on est à peu près sur les mêmes bases.
On va vraiment avoir un Grand Prix de Monaco avec en moyenne 2 tours en moyenne par session sous drapeau vert. On va voir, puisque en vrai on a dit ça à la course qualificative, au final, en dehors de la première safety car, puis du drapeau rouge à cause de la pluie, on a quand même eu une vraie course. On a quand même eu une vraie course, des vrais dépassements, etc. C'était pas non plus crash, drapeau vert, c'était pas que ça non plus. C'était pas que ça non plus. Alors qu'on a justement James Wharton à l'image, futur pilote ART en fait. D'ailleurs c'est le... Bon, ça commence pas super bien vous allez me dire, mais c'est le premier week-end de cette collaboration entre James Wharton et ART, le pilote australien qui rejoint l'équipe française en 2025 en Formule 3. Qui était l'un des grands favoris quand même de cette édition, donc c'est forcément une immense déception de finir cette course, de finir le Grand Prix de Macao dès le 3e virage, mais c'était forcément un favori au vu de sa très belle saison de FRECA qu'il a réalisée avec Prema, vice-champion de FRECA, et une excellente fin de saison où il était tout simplement le meilleur pilote, il était vraiment meilleur que son coéquipier, redoublant Rafael Camara qui avait quand même pris une très solide avance en première moitié de saison. Après c'est pas la même voiture que ce qu'il aura en 2025, donc ça va. Oui, totalement, hein, totalement. Pour moi là c'est juste pour prendre ses marques avec ART, etc. Mais en soi oui c'est une voiture de formule régionale, voilà, au cas où c'est une voiture de Formule 3 régionale. En fait c'est des voitures qui sont utilisées en FRECA, en formule régionale Moyen-Orient, en formule régionale japonaise, américaine, océanienne, etc. C'est un peu la formule 3,5 si on peut appeler ça comme ça, c'est de la Formule 3 continentale, de la Formule 3 régionale, c'est entre les Formule 4 nationales, comme la F4 française, qu'on a suivi pendant l'année, et c'est en dessous de la Formule 3 FIA que vous pouvez suivre sur Canal+, notamment. Donc voilà, c'est une Coupe du Monde avec des équipes venant de championnats du monde entier. Gilter out, ouais, Gilter out. Gilter out, malheureusement, il a presque... Ah, la course va reprendre à 57, donc dans 10 minutes. La course reprend dans 10 minutes. Je pense à la direction de course, ils ont vu le message de Xelancat dans le chat, ils se sont dit, ouais, c'est vrai, ça fait long là. Et bah avec toutes ces casses, le championnat de 2025 de FRECA va être en faillite, plus assez de matériel disponible. Alors comme je l'avais expliqué lors de la preview que j'avais faite mercredi soir, pour la grande majorité des équipes de FRECA, voire même, je pense, toutes, mais je sais que c'est le cas au moins pour Prema, au moins pour Air-Race, donc j'ai tendance à penser que c'est le cas pour toutes les équipes de FRECA, le matériel utilisé au Grand Prix de Macao, c'est pas le matériel qu'ils utilisent sur le reste de la saison européenne, tout simplement pour des questions de logistique et aussi de budget, de transport, de tout ça, puisque en fait la fin de saison de FRECA s'est terminée le 27 octobre à Monza. J'ai été d'ailleurs sur place, petit flex. Et voilà, c'était il y a 3 semaines. Et c'est pas franchement évident pour toutes les voitures de faire le trajet, etc. On rappelle, c'est des équipes qui n'ont pas du tout les mêmes moyens qu'en F1. Alors à la rigueur, pour Prema, on pourrait dire pas si loin, mais bon, voilà, Air-Race, non, voilà, pas du tout. Ah, alors qu'on est en train de corriger quelque chose là sur... ouais, il y a quand même eu Alexandre qui a quand même eu un vrai contact. Il a quand même eu un vrai contact et on est en train de réparer ça chez Prema, hein. On est en train de le voir. Donc oui, ça a quand même bien tapé à l'arrière arrière gauche. Et on essaye de réparer ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, la Coupe du Monde de Formule régionale. Donc du coup, c'est souvent les équipes européennes qui viennent. Elles sont là, elles ont loué les voitures, elles ont loué les moteurs à des équipes asiatiques, à des équipes chinoises, japonaises, etc. qui roulent pendant toute l'année dans cette région du monde. Parce que voilà, faire Fontenay-le-Comte en Vendée jusqu'à Macao, vous vous doutez bien que ça se fait pas si facilement. Donc c'est très souvent du matériel loué par des équipes locales. Alors évidemment, enfin toutes les voitures, tous les châssis, etc. C'est des Tatus qui sortent de l'usine en Italie, mais ensuite elles roulent en Asie depuis des années, des mois. Donc voilà, ça ne va pas impacter la saison de FRECA. Vu les résultats de Gilter, son équipe aurait mieux fait de choisir un bon pilote comme Steven. Alors, d'ailleurs, Nitram Nitrin.
Malheureusement, il se pourrait que j'ai pas de super nouvelles pour Yannis Stevenedens, malheureusement. Ça va être à confirmer, mais voilà, j'ai pas de super nouvelles, ça sera bientôt annoncé, bientôt, mais malheureusement, voilà, c'est pas... Voilà, l'avenir de Yannis Stevenedens, on a pris un petit coup, et j'espère qu'il réussira à trouver une solution, le vice-champion de F4 française, on le rappelle. Vettel Spin qui doit célébrer l'abandon de Gilter, on pense à lui, on pense à lui. Il me semble que Saint-Eloc c'est leur propre voiture, alors j'avoue que je sais pas pour Saint-Eloc. Je ne sais pas. Et en attendant, alors on croise les doigts, je veux pas porter la poisse, mais pour l'instant en tout cas, les Saint-Eloc sont restés assez loin des crashs. Théophile Naël, Alexander Abkazava, hein, les deux pilotes ont été assez propres. Juste voilà, Théophile Naël qui s'est un peu fait shooter lors de la course qualificative par Cooper Webster, ça c'est dommage. Gilter fait une super année de fricas quand même, bah oui, de toute façon, oui, le gars a fait quand même 7ème, a fait une victoire, a fait 2 podiums, un nombre, quand même un bon nombre de 4ème place aussi. Là, il est pas passé loin du crash, il est pas passé loin, mais il l'a évité, puisque Gilter, il est pas passé loin, mais un petit peu plus proche, et on a vu la différence, quoi. Il a quand même tapé 2 fois son coéquipier Wharton, ouais, oui, oui, mais c'est vraiment ouais, c'est vraiment le même crash. T'as Wharton qui se crache devant et Gilter qui arrive derrière et qui l'évite pas. On vit dans un monde où Steven Edens doit arrêter la monoplace pendant que deux Decker continuent de monter en catégorie. Bah écoutez, hein, voilà, on a eu des cas similaires en France, on va dire. Enfin voilà, c'est. Gilter, ça peut être un bel espoir pour la France, pour la F1, je pense. Alors, pour être très honnête, oui, pour moi, je pense. Alors, ça dépendra quand même beaucoup de ce qui se passe en 2025, puisqu'il a fait une bonne saison, Evan Gilter, mais il va falloir en montrer plus l'an prochain. Notamment, son point faible, c'était surtout les qualifications. S'il arrive à trouver la clé sur ça, je pense qu'il peut le faire. Il pourra vraiment passer un cap, monter en F3 l'année d'après, etc. Mais pour être très honnête, là, les trois Français qui sont engagés cette année au Grand Prix de Macao, Evan Gilter, Enzo Dellini chez R-Ace qui est actuellement 5ème, Théophile Naël chez Saint-Eloc qui partait 11ème, qui est actuellement 8ème, pour moi ça peut être trois gros espoirs. On a Théophile Naël normalement pour répondre à LP Racing qui devrait monter en Formule 3. Il a pas mal testé chez Van Amersfoort Racing. Logiquement, c'est là où devrait se dessiner l'avenir de Théophile Naël. Donc combien de Français en F3? Alors logiquement, évidemment c'est toujours en discussion et pour l'instant on a des Français officialisés nulle part. Ni en F2, ni en F3, ni en FRECA. En F2 on devrait avoir deux pilotes français. Victor Martins devrait repartir pour une troisième saison chez ART. C'est en tout cas ce que disent pas mal de rumeurs, pas mal de gens bien informés. Victor Martins devrait repartir pour une troisième saison à 24 ans. Bon, voilà, je suis pas super convaincu du projet. On devrait avoir Sami Mektounif, son ami, qui devrait le rejoindre normalement chez Trident l'an prochain. Sami Mektounif qui a fait 8ème de F3, qui passerait donc en F2. En Formule 3, normalement, mais voilà, ça reste à officialiser, on devrait avoir Alessandro Giusti, qui nous manque hein, sur cette grille de Macao. Il avait été annoncé pendant quelques jours sur l'entry list, mais qui malheureusement ne fait pas Macao. Normalement, Alessandro Giusti devrait faire de la F3 chez MP Motorsport. Théophile Naël devrait monter au rang F3 chez Van Amersfoort, on en a parlé. En FRECA, Enzo Dellini continuera avec RS Grand Prix, Evan Gilter continuera avec Hard Grand Prix. Pour le reste, on aura aussi Dorian Pain qui fera son retour sur une 4ème préma réservée à une pilote féminine. Qui est-ce qu'on devrait avoir d'autre j'ai l'impression d'en oublier. Oui, bah Enzo Peugeot. Enzo Peugeot reviendra en FRECA aussi l'an prochain. La question c'est avec quelle équipe pour Enzo Peugeot, ça c'est pas encore finalisé. Voilà, je sais qu'il y a eu des discussions avec Saint-Eloc, Trident, RPM, G4 Racing et aussi CL Motorsport qui remplacera MP Motorsport. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, moi j'ai pas mal entendu CL Motorsport, mais je ne sais. Voilà, je crois que c'est toujours en discussion. Jules Caranta, comme je l'ai expliqué, Jules Caranta d'ailleurs, petite anecdote. D'ailleurs, on voit que la course va reprendre dans 3 minutes. Est-ce que je suis encore bien en direct? Oui, je suis bien en direct. Jules Caranta, il rejoindra Campos Racing en Eurocup 3, décision du Red Bull Junior Team. Qu'il a rejoint en fin d'année.
D'ailleurs, Jules Caranta qui passe actuellement ses premiers jours dans l'usine Red Bull F1. Voilà, il est actuellement à Milton Keynes et découvre l'équipe. Hâte de voir Pain se concentrer sur une catégorie, une seule voiture en espérant qu'elle chope la hargne de gagner et ne pas perdre. Voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose qui lui a manqué. On sentait qu'elle avait des résultats pas bons, pas suffisants en tout cas en Freca, et que, bon, normal, ça va, c'est pas grave. Je sais pas, voilà, ça m'a vraiment embêté. Ça m'a vraiment embêté ça, donc j'espère vraiment qu'il va y avoir un vrai cap qui sera passé l'an prochain, sinon Dorian Pain reviendra en endurance très probablement l'année d'après. Pourquoi pas, lui aussi ça pourrait être un bel espoir pour la F1. Oui, Jules Caranta, en tout cas, pour l'instant sur ses temps de passage, sa première saison a été très 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 intéressante. Et comme un certain Pierre Gasly, après avoir fait 3ème de F4 France, il rejoint le Red Bull Junior Team. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui espérer pour la suite. Ouais, pour Dorian Pain, même en F1 Academy, oui. Je me rappelle, enfin ouais, elle se contente, comme si elle semblait se contenter des podiums, alors que, ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. Il y a pas un des pilotes qui veut prendre une licence belge pour être sympa, alors pas les nôtres. Pas les nôtres. Après, voilà, il y a quand même du très beau monde qui va arriver dans les années prochaines en karting, hein. Si vous êtes belge, ne désespérez pas. Je sais que pour l'instant, c'est assez vide. Il n'y a que Amaury Cordils qui est pas un très fier représentant du plat pays, mais quand même, va y avoir du beau monde qui arrivera, qui est actuellement en karting. Mais Thibaut Raymakers et Dries Van Langendonk notamment, c'est deux très 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 gros cracks du karting mondial. Et quand ils vont arriver en monoplace, ça va faire mal. Et toujours pas de nouvelles du Ferrari Scouting Camp. Non, toujours pas. Toujours pas. Mais normalement d'ailleurs Thibaut Raymakers, de ce que j'ai compris, il devrait refaire du karting. Mais c'est pas encore certain, mais c'est ce que j'ai entendu. Faut demander à Verstappen, Norris et Stroll de changer leur licence. Alors je pense surtout à Verstappen et Norris. Bon écoutez, on va revenir sur le Grand Prix de Macao. La course qui va reprendre dans 30 secondes évidemment. Ça sera sous régime de voiture de sécurité. Puis ensuite on va faire comme au départ finalement. La voiture de sécurité va directement s'effacer et Hugo Choukou devra gérer une énième relance. Il y a Thomas Strauven aussi en monoplace qui est pas mal. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fera lui. Je ne sais pas ce qu'il fera lui l'an prochain. Est-ce qu'il repart pour de la F4 ou de la GB3 je ne sais pas. On a quand même deux voitures. Monsieur Mulix. Attends, Monsieur Mulix. Ah ok, salut. Salut, je croyais que t'étais Tim, mais non, du coup. Salut, t'as raté quoi? Bah alors t'as raté le gros crash, enfin le gros crash, c'est un crash à basse vitesse, mais t'as raté le crash du départ qui a éliminé 7 pilotes, des 27 pilotes de la grille de départ, avec notamment comme victime malheureusement Evan Gilter. Et les 3 ART d'ailleurs, voilà, s'il y a des fans d'ART dans le chat, je sais qu'ils sont déjà partis depuis très longtemps, car malheureusement ART a perdu ses 3 voitures. James Wharton, en voulant dépasser Matteo De Palo pour la 6ème position, a fini dans le mur. Et derrière, ça a été l'empilement. Evan Gilter n'a pas pu éviter. Il y a juste la roue arrière gauche qui a juste touché, la voiture de son coéquipier Wharton, et ça a été suffisant pour, casser la suspension et le faire abandonner. Et ensuite, ça a été vraiment l'empilement. On n'a plus que 20 voitures en piste. Un hard trick. Oh, elle est belle celle-là. Ah, je m'en veux de pas y avoir pensé. Sinon, les Belges, faut regarder le GT. Ah, c'est vrai que oui, il y a plus de chance là-bas, oui. Bon, plus que 2 Français en piste. Alors que, attendez, il y a des dépassements derrière. Kobayashi a passé à Kazawa. Attendez, comment ça? Pourquoi il y a des dépassements? Attends, comment il peut y avoir des dépassements? Alors j'avoue que pour l'instant sur le live timing je l'ai pas encore. Ouais, un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé, mais la Kobayashi est annoncée 14ème sur le classement sur l'écran. Et safety car Indy Slap, la voiture de sécurité qui va s'effacer dans ce tour. Je comprends pas pourquoi Kobayashi est 14ème sur le live timing, moi je le vois toujours 20ème. Ouais, je comprends pas. Peut-être qu'il a rendu des places, ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas trop. Peut-être c'est juste un problème du classement à côté. Allez, on va pas tarder à repartir. Voilà, c'est officiellement annoncé. Liu va forcément être dans le top 20. Il y a plus que 20 voitures. Eh, c'est déjà pas mal. Genre, je pense notamment à
Ah bah non, non, attendez. Non, Jet Bowling, malheureusement, qui était annoncé comme le pire pilote de la grille, malheureusement, il fait partie des accidentés, donc il n'y aura pas de top 20 pour lui. Donc, Hugo Chukwu, Goethe, Leon, ces trois pilotes qui ont déjà l'expérience du Grand Prix de Macao. Freddy Slater, il a déjà l'expérience des courses à Macao. Il avait fait la F4 à Macao l'an passé. Enzo Dellini, au final, c'est le meilleur pilote qui n'a jamais roulé à Macao avant ce week-end. Et donc pour l'instant, enfin, Slater c'est le meilleur rookie du Grand Prix de Macao. Dellini c'est le meilleur rookie de Macao au sens large. Qu'est-ce que peuvent faire ces deux pilotes? Qu'est-ce que peut faire Matteo De Palo aussi? Aldairi, Naël qui avait fait tant de jolis dépassements lors de la course qualificative. Voilà, je pense que la victoire ne se jouera pas forcément contre les trois premiers pilotes. Voyons déjà comment se passe la relance. Est-ce que Hugo Chukwu va relancer aussitôt qu'il l'a fait en course qualificative et lors du Grand Prix pour le départ? Il relançait à peu près à cet endroit-là, hein, le pilote américain. Et voilà, la classique, et Goethe s'est un petit peu fait endormir encore. Ça peut profiter, Leon, Slater, les deux pilotes sont bien placés. Oh, Noël Leon qui chauffe encore ses pneus. Slater peut être bien placé. Il y a la RT aussi de Beganovic sur Naël qui semble bien placé aussi. Naël a fait un très bon dernier virage. Il va ressortir très proche dans les échappements de Rachid Aldaeri. Voilà, Hugo Chukwu a fait une superbe relance. Par contre, c'est Noël Leon qui va être sous la pression de Freddy Slater. Alors que Théophile Naël, à droite de l'image se décale. Il est un peu tassé par Rachid Aldaeri. Noël Leon sur Freddy Slater. Freddy Slater qui va tenter de se décaler, mais attention, peut-être un 3 de front avec Oli Goethe qui est assez lent quand même. Noël Leon qui va tenter sur Oli Goethe à l'extérieur. Noël Leon qui va tenter d'enrouler. Est-ce que non, ça ne va pas passer? Est-ce que Slater va pouvoir en profiter? Naël qui ne va pas pouvoir passer sur Rachid Aldaeri. Il faut éviter le mur. Il a réussi à éviter le mur. Il va fermer la porte aux deux prémas de Dunn et Beganovic qui étaient à hauteur, et Beganovic a perdu 3 positions. Oh, Beganovic, il a beaucoup perdu. Il a été vraiment trop prudent. Dino Beganovic qui a laissé passer Nakamura, Dunn et Cooper Webster. C'est compliqué là pour le pilote suédois, le grand pilote suédois, l'immense favori qui a été vraiment extrêmement prudent. C'est pas franchement dans ses habitudes. Surtout que lui, il ne vise pas le top 10. Hein. Il vient à Macao pour la victoire. Tout autre résultat que ça sera forcément un échec pour lui. Très surprenant. Et au final, le top 8 est resté inchangé. Noël Leon était très proche de trouver la faille sur Oli Goethe, mais Oli Goethe a très bien défendu l'intérieur, c'était propre. Ouais, Alex Dunn qui remonte, hein. Alex Dunn 9ème. Il reste 12 tours en soi, tout reste encore possible. Hein. Et c'est vrai que le rythme d'Hugo Chukwu, il fait l'écart. Hein. Il fait l'écart. Et par contre, Oli Goethe marque un peu le pas. Alors, je me rappelle à la course qualificative, ça dépendait un peu des secteurs. Il y a des secteurs où il revenait très sérieusement sur Hugo Chukwu. Ah, par contre, Alex Dunn qui va être vite menaçant sur Théophile Naël. Ce serait bien que Théophile Naël essaye de trouver la faille sur les PHM. Alors ce début de Grand Prix, je viens d'arriver. Et bah écoute, il y a eu un drapeau rouge qui a duré 20 minutes. Donc malheureusement, voilà, les 3 ART au tapis, 7 voitures au tapis en tout. Oh attention, oh Noël, oh Leon et Slater, ils sont passés tout proche de la correctionnelle là sur ce virage-là. Et ça peut peut-être profiter à Enzo Dellini qui s'est rapproché de Slater. Non, j'ai pas l'impression quand même. Enzo Dellini qui est oh, drapeau jaune, safety car. Et safety car, il y a dû avoir un nouveau crash derrière. Alors c'est pas dans les pilotes de tête, c'est pas dans le top 5, ça n'implique pas Théophile Naël non plus, nos Français sont safe, il y a Marie Boya qui a gagné une position derrière, donc ça doit se jouer derrière, ça doit se jouer dans les 5 dernières positions, safety car. Alors qui est-ce qui est passé, qui est-ce qui n'est pas passé? Oh, je crois que Tuka Taponen est peut-être impliqué. Tuka Taponen est... Non, tout le monde passe. Attendez, qui est impliqué? C'est Rui Qiliu, le pilote chinois. C'est Rui Qiliu, le pilote chinois, qui est arrêté à l'extérieur du virage 15. Pour moi, ça veut dire qu'il a tapé. C'est Rui Qiliu qui est arrêté, qui finira donc cette course 20ème, dans le top 20, mais pas plus haut, quoi. Alors, on aimerait bien avoir une image quand même. La direction de course sur le live timing dit juste que la voiture est arrêtée.
Elle dit pas que la voiture s'est crashée ou je ne sais quoi. On aimerait bien avoir une image quand même pour du pilote chinois. Le pilote chinois qui a pas été mauvais hein, cette année en FRECA, qui a été on n'en attendait rien et qui a quand même fait une bonne saison hein, avec 3 points je crois. Voilà, il a quand même marqué des points. Alors que voilà, ça avait été très compliqué pour lui en F4 italienne avec 0 points marqués alors qu'il était pourtant dans une très bonne équipe. Donc il y a quand même de la progression. Maintenant évidemment, on aimerait bien voir ce qui s'est passé alors que... Oh c'est... Ah d'accord, c'est Wikiliu qui est caché derrière le panneau de safety car. Ouais, mais encore. Là comme ça le crash n'a pas l'air violent, on voit pas trop la voiture. Alors on est en caméra embarquée avec Tuka Taponen, donc Rui devrait être devant lui. Ah oui il a juste tapé, raflé le mur. Bon, comme ça n'a pas l'air impressionnant. Ça n'a pas l'air impressionnant, je pense que la voiture devrait vite être évacuée normalement. Il n'y a plus que 19 voitures en piste. Ouais, ça se rend... par contre, peut-être qu'il n'y a pas trop de commissaires qui sont à cet endroit-là. J'ai pas l'impression que ça soit un endroit super fréquent de crash. Donc peut-être que la safety car va rester un tour de plus quand même. Peut-être une panne, c'est pas impossible. Ah non, du coup là, on a vu... Enfin, il a bien raflé le mur. Hein. Ouais, non, on va avoir un tour complet sous safety car. Hein. On va avoir un tour complet sous safety car. En vrai, ce qui pourrait vraiment relancer complètement la course, c'est un départ arrêté. Je sais que ça n'arrivera jamais. Mais pour le spectacle, franchement, en Formule 1, ils auraient fait ça tous les jours. Maintenant, voilà, je suis pas sûr que ce soit le plus safe, hein, c'est sûr. Bon, Ugo Chukwu, on va faire un petit point pendant cette safety car pour parler un peu de la silly season. Où est-ce qu'on retrouve tous ces pilotes l'an prochain? Alors, pour tous ces pilotes, pour l'instant, leur avenir n'est pas forcément complètement assuré, mais certains ont déjà officialisé où ils vont aller. Ugo Chukwu notamment, il ira en F3 chez Prema. Quand ça avait été annoncé, ça avait beaucoup fait parler, puisqu'il sort d'une saison malheureusement très compliquée. Il a fini 11ème de FRECA avec Prema, qui est la super top équipe, quand ses coéquipiers ont fait premier et deuxième. Et en plus, il y avait une saison partielle de GB3 à côté qui était aussi un peu mitigée. C'était un peu mieux, mais il était battu par son coéquipier Louis Sharp qui est devenu le champion. Ugo Chukwu, donc, il arrive dans un contexte chez Prema en F3 où il a besoin de prouver sa légitimité. Il a besoin de prouver que c'est pas juste un nom, que c'est pas juste le futur Lewis Hamilton comme on l'avait étiqueté dans les médias il y a quelques années quand McLaren l'avait signé parce que c'est McLaren, parce que c'est un pilote métis, parce que c'est un pilote qui a gagné énormément de titres en karting. Voilà, il faut qu'il prouve plus de résultats en monoplace et là c'est vrai que son week-end de Macao est exemplaire. Il est tout simplement exemplaire. Alors ça prend beaucoup de temps quand même l'évacuation de Wikiliu. Ça serait bien d'arriver avant que la safety car et tous les pilotes arrivent, puisque c'est assez étroit à cet endroit quand même. Je préfère voir Ugo Chukwu qu'un pilote qui fait P25 en FRECA avant de monter en F3. Bah surtout que Ugo Chukwu, c'est pas juste, il a fait 11ème avec Prema, enfin il a d'autres résultats avant en F4, voilà, qui montrent que c'est peut-être pas le crack générationnel, c'est peut-être pas le futur Lewis Hamilton, certes, mais quand même, il a une certaine légitimité, c'est quand même un vice-champion de F4 italienne, un champion d'Euro 4, il a quand même des résultats, voilà. Mais encore une fois, il y a un juste milieu à trouver, même si là, voilà, ce qu'il fait ce week-end à Macao, pour l'instant, c'est franchement exemplaire. Akil Alibaï, champion de F4 indienne, qu'as-tu à nous révéler sur ce crack Percy? Pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est un ancien pilote de British F4, de F4 britannique, qui avait fait 9ème. Pas franchement de hype, hein, mais bon, voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Ugo Chukwu, il a l'équivalent de 100 courses en test privé. Alors, oui, d'ailleurs c'est le même management que Lando Norris, que Freddy Slater, Zayn Maloney, etc. C'est des pilotes qui ont énormément roulé en test privé, qui sont riches comme... qui sont aussi rapides que Crésus, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est des pilotes qui ont tout de leur côté
pour performer, c'est sûr, comparé voilà, à d'autres pilotes qui ont forcément un peu moins de budget et moins de roulage dans les pattes pour se préparer à tout ça. Oli Goethe, c'est un pilote normalement qu'on devrait retrouver. Oh purée, la voiture est toujours là. C'est super long. Au pire, vous mettez drapeau jaune permanent ici, hein. Management de millionnaire, quel job. Ah ouais, ADD Management, ils se mettent bien quand même, hein. Oli Goethe, normalement, on devrait le retrouver en F2, toujours chez MP Motorsport, aux côtés de Richard Verschoor, qui en sera à sa 5e saison. No comment. Noël Léon sera lui le futur coéquipier d'Hugo Chukwu, pilote F3 chez Prema. Pourquoi pas, hein, il a été l'une des bonnes surprises de la saison de F3, ça peut être intéressant à suivre maintenant qu'il sera vraiment dans un top team, de voir ce qu'il peut faire. Non mais les gars, mais je crois vraiment ça, enfin ils ont pas l'habitude qu'il y ait des voitures qui se crashent à cet endroit là, du coup ils sont un peu perdus et ils ont pas trop d'endroits pour sortir la voiture facilement et rapidement. Du coup on va repartir pour un autre tour sous safety car. Goethe il reste avec Red Bull, c'est la grande question. D'ailleurs pour être très honnête, les deux pilotes actuellement à livrer Red Bull sur ce week-end, c'est-à-dire Oli Goethe et Enzo Dellini, je ne suis pas sûr qu'ils restent. Ah, la voiture est évacuée. En soi, si la safety car, enfin, les commissaires ils pourraient relancer la course dès maintenant, hein. Maintenant, faut éteindre les feux maintenant. Come on, mais c'est bon, mais... Eh ben non, on repart pour un tour de safety car alors que la voiture est plus là. Bon, on va continuer de parler de la silly season, hein. Donc oui, Goethe et Dellini, je ne sais pas malheureusement si voilà, ça va peut-être partir du Red Bull Junior Team tous les deux. Un tour pour rien, bordel, ça me rend zinzin. Ouais, c'est... Je veux dire, il y a 15 tours, enfin, perdre un tour, c'est gigantesque, je sais pas, enfin... Bon, bref. Après, l'année prochaine, avec les nouvelles voitures, Prema pourrait être la pire force. C'est possible, c'est vrai qu'en F2 on l'a vu, hein, d'avoir des nouvelles voitures ça a complètement changé, ça a complètement chamboulé la hiérarchie. Peut-être que Prema c'est pas la meilleure équipe, peut-être que l'équipe où il faudra absolument aller ça sera Van Amersfoort. Je sais pas, au hasard pour Théo Naël, je ne sais pas. Non mais ouais c'est difficile à prévoir la hiérarchie, un peu comme la F2 cette année, même si c'est en train de se normaliser petit à petit avec les équipes historiques qui reviennent devant, c'est dommage quoi. Donc oui, Goethe et Dellini qui sont sous pression dans le Red Bull Junior Team, c'est pas évident qu'il reste. Goethe d'ailleurs qui fait ses courses de F2 sans le soutien de Red Bull, hein. Il n'y a pas la livrée de Red Bull, il n'y a aucun logo Red Bull nulle part. Enzo Dellini, de ce que j'ai compris, il devrait normalement partir du Red Bull Junior Team, en tout cas rester en contact avec Red Bull, un peu à la manière d'un Pierre Gasly en 2012-2013. On rappelle Pierre Gasly qui avait fait sa première saison de Formule Renault, équivalent de la Freca aujourd'hui, sous les couleurs Red Bull. Sa première saison avait été ok, mais bon, sans plus. Donc Red Bull l'avait remercié, mais Red Bull avait gardé un contact, avait gardé un œil sur lui en 2013, et en 2013, Pierre Gasly éblouit le monde entier et devient champion, et Red Bull le rappelle. Donc c'est ce qu'on peut espérer pour Enzo Dellini, qui a eu une saison assez compliquée, voilà. C'était peut-être pas la meilleure saison pour RS aussi, pour son équipe, mais voilà, on a vu quelques petits coups d'éclat quand même, Hockenheim, Imola, il y a eu des choses, Moi, ce que j'ai envie de voir vraiment, c'est 2025, où clairement, il va falloir passer un cap, voire même peut-être plusieurs caps, pour Enzo Dellini, qui sera peut-être pas voilà, sous les couleurs Red Bull l'an prochain. Pour Oli Goethe, je ne sais pas, mais voilà, le fait qu'il ne fasse pas la F2 avec les couleurs Red Bull, c'est pas forcément très positif. Freddy Slater lui a déjà été annoncé en Freca chez Prema. Enzo Dellini donc chez R-Ace en Freca. Ouais, la safety car qui va enfin s'en aller, c'est pas trop tôt, on sera reparti pour 8 tours. Dites-vous, on n'a pas fait la moitié de la course, hein. ça fait 43 minutes que c'est lancé, on n'a toujours pas fait la moitié de la course. Enfin, en vrai, il faut se rendre compte, c'est gigantesque, hein. C'est ultra long. Une course de Freca, ça dépasse pas 30 minutes, hein. Slater est dans une académie, pas encore. Alors il y a des rumeurs comme quoi il serait le premier pilote d'une certaine académie, d'un constructeur automobile qui rejoindrait la Formule 1 très bientôt, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour l'instant, ça n'a pas été confirmé, en tout cas. Allez, est-ce que Hugo Chukwu va relancer toujours au même endroit, très tôt, et Oli Goethe se fait encore avoir, même si c'est toujours Noël Léon qui se fait encore plus avoir, j'ai l'impression. Alors il y a encore un virage à passer après ça, pour l'instant on est toujours sous régime de drapeau jaune, on ne peut pas dépasser encore pour le moment. Noël Léon qui continue de faire chauffer ses pneus, un peu comme à la dernière relance. Putain, les relances d'Hugo Chukwu c'est quelque chose. Ah, Dellini qui a lâché un peu sur Freddy Slater, il va être sous la menace de Matteo De Palo, attention Dellini, De Palo qui se décale déjà.
On a déjà vu des petits débris dans cette... Non, Matteo De Palo qui a lâché. On est sous régime de drapeau vert, on peut dépasser. Alors derrière le top 4, j'ai pas l'impression que ça a changé, mais De Palo est vraiment bien placé sur des lignes. Est-ce que Théophile Naël peut prendre le meilleur aussi sur Rachid Al-Daïri? Les deux Français contre les deux PHM. Oh, Théophile Naël, il a failli la perdre. La défense de Rachid Al-Daïri à l'intérieur, c'est très limite. Et non, mais c'est n'importe quoi. Rachid Al-Daïri qui change plusieurs fois de trajectoire. Attention, le blocage de roue de Noël Léon. Est-ce qu'il va pouvoir faire le virage? Il va pouvoir prendre le virage. Et Théophile Naël qui se fait un peu emmener par Alex Dunn. Très joli dépassement du pilote irlandais qui va passer 8ème. Oh, alors par contre, Alex Dunn, il est prévenu. Il est prévenu des défenses de Rachid Al-Daïri qui a changé plusieurs fois de trajectoire. C'était pour moi vraiment au-delà de la limite. Ça m'étonnerait fortement que ça soit pénalisé, mais bon. Donc malheureusement, le seul dépassement, c'est Alex Dunn qui est passé sur Théophile Naël. À voir si Rachid Al-Daïri peut avoir un avertissement pour sa défense, mais c'était un peu du n'importe quoi. Il s'est décalé vraiment plusieurs fois. Au plus grand plaisir d'Alex Dunn. Pour le moment, on va voir s'il sera encore aussi heureux que Al-Daïri fasse ces défenses-là au tour prochain. Delini qui a quand même bien réussi à garder sa 5ème position et qui est même toujours proche de Slater. Noël Léon, c'est incroyable, avec le blocage de roue qu'il a eu, j'étais persuadé qu'il allait filer tout droit, mais il a très bien tenu ça. Webster a passé Nakamura, en effet, bien vu, il entre dans le top 10, Cooper Webster, belle remontée de la part du pilote australien. Et d'ailleurs, on se retrouve avec Cooper Webster qui va talonner Théophile Naël. Les deux amis, Cooper Webster qui avait shooté Théophile Naël à la course qualificative, se retrouvent. Oh Alex Dunn, il est bien placé. Alors, cette caméra est intéressante, mais on va plutôt voir la caméra avant pour voir un peu... Parce que je pense que Alex Dunn a plus des ambitions d'aller devant et d'aller chercher les pilotes devant lui. Notamment Rachid Al-Daïri. Quelle sera la réaction de Rachid Al-Daïri? Et pendant ce temps-là, Ugo Chukwu, c'est la Bella Vita, c'est la Dolce Vita. Alors non, quand même, Goethe est 1 seconde. Slater proche de Léon. Attention, par contre, les deux PHM sont assez proches. Matteo De Palo et Rachid Al-Daïri. Ça peut peut-être se battre entre eux pour la 6ème place, puisque là, Dunn est assez loin finalement. Dunn, Naël, Webster. Non, c'est surtout les deux PHM qui sont proches. Je pense pas qu'on verra d'attaque sur ce tour. Oh, quoique Slater, peut-être Slater. Noël Léon qui change encore plusieurs fois de trajectoire. Slater qui va essayer d'aller à l'extérieur. Non, Noël Léon avait quand même une bonne marge. Et au final, c'est Alex Dunn qui bloque Théophile Naël. Finalement. Alex Dunn qui reste devant Théophile Naël, mais on a senti que Théophile Naël avait plus de vitesse de pointe que le pilote irlandais. Ça peut être c'est une sacrée surprise quand même. Ouais, pour moi, alors il y a peut-être un petit chèque quand même, mais je crois que c'est surtout les points de super licence. Il y a 5 points de super licence pour le vainqueur du Grand Prix de Macao et surtout le prestige de pouvoir dire j'ai gagné le Grand Prix de Macao. Ce qui quand même est plutôt une bonne ligne sur un palmarès. Goethe, c'est un PNJ en difficulté facile à chaque relance. En vrai, Noël Léon, c'est pas franchement mieux non plus. Pour être honnête, Ugo Chukwu, il a fait la même relance à chaque fois. Et à chaque fois, Goethe et Léon font dodo. Il y a des Français qui ont déjà gagné. Alors oui, alors je ne pense pas malheureusement qu'on trouvera un successeur à Alexandre Préma. Mais il y a 4 Français qui ont déjà gagné. On avait notamment eu 3 Français vainqueurs consécutivement entre 2002 et 2004. Avec Nicolas Lapierre, Alexandre Préma et un Français que malheureusement j'oublie. Je crois qu'il y a Soheil Ayari aussi. Avant ça, donc il y a un Français que je dois oublier. Mais oui, donc on n'a pas eu de Français vainqueur depuis... Attendez, Ugo Chukwu P3 ? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez... Non, c'est un bug. C'est un bug du classement. Ugo Chukwu est toujours bien là. Il a toujours 1 seconde d'avance. Wow. Oh, le coup de pression. J'étais en train de lire le chat et là je vois Ugo Chukwu P3. Comment ça? Je pense qu'il a du mal passer à un point de secteur, un point de chronométrage. Oh, il y a une MP au ralenti. Je sais pas c'était qui, mais il y a une voiture orange qui est au ralenti. Est-ce que c'est Rinicella? Je ne sais pas. C'était pas Goethe. Goethe qui a les couleurs Red Bull. C'est une voiture orange. Donc, Colnaghi ou Rinicella. Meilleur tour. Ouais, c'est Rinicella qui est en train de perdre des places. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que Noël Léon peut tenter une attaque sur Oli Goethe?
Ça part d'assez loin, mais la ligne droite est longue. Et encore les deux PHM, et peut-être même Théophile Naël sur Alex Dunn. Les deux PHM, ça peut être intéressant. Rachid Al-Daïri à l'extérieur sur Matteo De Palo. Ça va être... Oh, il ferme la porte alors qu'il était presque à hauteur. Hein. Son aileron avant a frôlé la roue arrière gauche de Palo, hein, Al-Daïri. Et encore une fois, Naël est vraiment très très proche de Dunn. Donc peut-être que la réalisation avait raison et que Dunn, il doit vraiment regarder dans ses rétros. Oh, oh là là, le Rinicella, il aurait pu se prendre un crash d'une violence assez, assez importante. Il s'en sort bien. Alors, il n'y a que des suspensions cassées. Donc, ça va quand même être un abandon pour Rinicella. Mais il s'en sort très très bien. Là, je pense qu'il a dû voir un peu sa vie défiler. J'essaye de voir où est... Est-ce que Rinicella est rentré au stand? Je ne sais pas. Alors que le stream a planté. Cool. Et en attendant, en fait, pour Gochoku, là c'est parfait. La physionomie de la course est parfaite, puisque là c'est Goethe qui est en train de faire un petit train. Noël Léon n'arrive pas à le passer, Slater n'arrive pas à passer, Deligny n'arrive pas à passer. On a vraiment... Ouais, on a un peu ça. On a le premier tout seul, un groupe entre la 2e et la 5e place. Alors, Matteo De Palo a cette fois lâché un peu son coéquipier. Donc peut-être qu'Al-Daïri sera sous la pression de Dunn cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner. Alors, Valerio Rinicella, a priori, n'est pas rentré au stand et serait toujours en piste, hein, selon mon live timing. On est toujours à 19 voitures, a priori. Alors que pourtant, il y a encore un débris. On vient de voir sur la caméra embarquée de Dino Beganovic, il y a encore un débris hein, sur la piste, hein, à l'endroit où Rinicella s'est craché. Pas super sérieux, faudrait quand même que quelqu'un vienne évacuer ce débris. Allez, on repasse sur la tête de la course qui... Ouais, non. Là, le top 5, j'ai du mal à voir ça bouger. Par contre, Alex Dunn est cette fois très bien placé. Il est très bien placé sur Rachid Al-Daïri. Il reste encore ce virage rapide, puis ensuite le gros freinage du virage 3. Alors, on revient sur Beganovic, oui, certes, qui va essayer de prendre le meilleur sur Jin Nakamura pour la 11e position. Nakamura qui va tenter de garder l'intérieur. Alex Dunn sur Al-Daïri, attention! Oh, le gros blocage de roue là encore. Mais les défenses d'Al-Daïri, ça peut pas bien finir. Oh, et il y a eu un crash pour une TGM. Je crois que c'est Sota Ogawa. Ouais, c'est Sota Ogawa qui s'est crashé dans la grande ligne droite. Il y a dû avoir un contact avec un autre pilote. Ça serait bien si on pouvait l'évacuer très rapidement. Non mais les défenses de Rachid Al-Daïri, c'est trop. Enfin, là déjà sur Naël, c'était n'importe quoi. Mais là sur Dunn... Al-Daïri, c'est un fou furieux. Ouais, alors je regarde pas toutes les courses de F4 italiennes, mais j'avais, je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il avait cette réputation, mais là, il est en train de jouer sa vie. Hein. Alors que Jin Nakamura est quand même resté devant Beganovic. Hein. Il a gardé l'intérieur jusqu'au bout, le pilote japonais. Pilote japonais qu'on devrait... Drapeau noir et orange pour Naël. Pourquoi pour Naël? Non, j'avais pas vu. J'avais vu qu'il y avait Black and Orange Flag, mais j'avais pas vu c'était pour qui. Quoi? Pourquoi ça? Son aileron avant est bancal. Quoi? Oh non, oh non, non. Oh non, ça se fait pas. Oh, ça se fait pas. Peut-être que Saint-Eloque peut faire appel, non? Ouais, Ogawa c'était un peu tout seul. Alors, là, comme ça, c'est pas choquant, hein? Enfin... Là, c'est franchement pas choquant. Safety car. Oh! Bon. Bon, c'est... Oh, là... Il a tapoté Dunn il y a 2 tours. Bah, je sais pas si c'est avec Dunn ou Al-Daïri, du coup. Mais là, comme ça, je trouve ça pas choquant. Eh, c'est frustrant, cette course, hein. Fin sous safety car? Non, 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 il n'y a pas de fin sous safety car. Il reste 5 tours, les enfants. Il reste 5 tours, va y avoir de quoi relancer, il n'y a pas de souci, hein. C'est l'enfer, cette course. Là, j'avoue que là, j'ai... Et ouais, purée. Naël est rentré au stand. Dégoûté. Je suis dégoûté. Franchement, je l'avais pas vu. Hein. Visuellement, je le voyais vraiment pas. Après, enfin, voilà, si l'aileron avant se décrochait, voilà, à Macao, ça pardonne pas. On se rappelle lors du dernier week-end de F4 France à Pau l'an dernier,
Ils avaient laissé un pilote, les commissaires de course avaient laissé un pilote rouler avec un aileron avant bancal qui était sous le point de se décrocher à tout moment. Bah, à un moment, ça, voilà, c'est parti, l'aileron avant est parti, et Paul Lopez s'est encastré dans le mur et dans le rail d'une force avec, enfin voilà, la voiture avait pris feu, etc. Il y avait 9 voitures qui avaient abandonné, ça a été un bordel sans nom. Voilà, ça avait beaucoup fait parler. Donc je comprends que les commissaires du Grand Prix de Macao veulent pas prendre le moindre risque. On va dire la petite chance pour Théo Finel, c'est que c'est sous safety car, mais bon, voilà, il reste 4 tours. Il reste 4 tours, il va sûrement pas revenir devant. C'est frustrant parce que Théo Finel, on sent vraiment qu'il y avait un rythme. Alors on l'a peut-être un peu moins vu sur cette course qui a été beaucoup plus sale en fait, hein, qui a été beaucoup plus sale que la course qualificative. Et voilà, j'aurais bien aimé voir le monde où Théophile Naël partait 6ème. Ça aurait pu être intéressant si Webster ne l'avait pas tapé à la course qualificative. Merci beaucoup à Sarah TLRH pour le follow, merci à toi. Alors c'est vrai que dans un monde idéal pour le spectacle, on a drapeau rouge, départ arrêté, ce serait exceptionnel. Comment vous dire que j'ai un peu du mal à y croire. J'ai un peu de mal à y croire. Goethe va encore dormir au départ ou pas? Bah, en fait, c'est ça. Le truc qui est embêtant, c'est que, voilà, si on avait un pilote genre giga au taquet, bah, Slater, j'ai l'impression qu'il est bien présent aux relances. Mais le souci, en tout cas, enfin, le souci pour lui, le souci pour nous, spectateurs, c'est que Ugo Chukwu, il est tout seul. Et genre, quand il fait ses relances, il n'y a personne qui le suit. Enfin, en tout cas, il y a Goethe qui le suit pas. Et du coup, bah, ça fait qu'il peut pas y avoir de bataille pour la victoire. Et ça, c'est franchement dommage, surtout pour un pilote de l'expérience d'Oli Goethe, qui, on rappelle, a quand même fait 7ème de Formule 3, qui a déjà 2 saisons de Formule 3 dans les pattes, qui est déjà en Formule 2 depuis 2 week-ends. Voilà, voilà. Alors vous allez me dire que je suis pas, que voilà, pour ceux qui découvrent la chaîne, j'avoue que je n'apprécie pas spécialement Oli Goethe et que je le trouve un peu surcoté, voilà, et qu'il y a des gens qui le voient plus beau qu'il ne l'est. En attendant, je suis d'accord pour dire qu'il a un bon niveau moyen plancher. Sa 2ème place en est un excellent témoignage, mais il a vraiment pas ce truc en plus. Il a vraiment pas ce truc en plus. Si vous voulez voir 5 voitures à l'arrivée, oui, red flag maintenant. Ouais, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Bon, en tout cas, pour côté français, c'est vrai que il y a eu de la casse. C'est vrai qu'il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Evan Gilter qui n'a pas pu éviter la voiture de James Thornton pour la 2ème fois du week-end. Théophile Naël, voilà, qui a eu son aileron avant endommagé, qui a dû rentrer au stand, qui ressort, j'imagine 19ème du coup. Hein, de toute façon, pas beaucoup de doute là-dessus. Je suis dégoûté pour lui. 18ème du coup, vu que Sota Ogawa s'est mis dans le mur. Avec un red flag maintenant, Taponen aura une chance de gagner du coup. C'est vrai qu'il est 15ème hein, quand même. Hein. Il partait 26ème. Hein. C'est pas des... Et Boya qui partait dernier est 12ème. Alors évidemment, c'est... Non mais là, non mais c'est pas possible. Me dites pas qu'on va avoir encore un tour de plus. Bah franchement ça m'étonne parce que les commissaires du Grand Prix de Macao ils avaient été super efficaces jusque... Ouais on va avoir un tour de plus. On va avoir un tour de plus, mais avec un crash devant, il y a moyen de gagner à P15. Après, on dit voilà de gagner le top 5, voire même le top 6, n'a pas bougé depuis le départ de la course. Hein. Pas de red flag, non. Bah, le red flag, c'est vraiment genre s'il y a de la pluie et que tout le monde doit changer pour mettre des pneus pluie, ou alors s'il y a un crash genre qui bloque complètement la piste et personne ne peut passer, comme il y a eu au premier tour avec le crash Wharton, enfin le crash qui a mis cette voiture au carreau quoi. Après ils sont dans la ligne droite, il n'y a pas de commissaire. Bah ouais, c'est vrai qu'il est un peu loin dans la ligne droite. En fait, il n'est pas dans les virages comme Sota Ogawa justement à la course qualificative, qui s'était crashé un peu plus tôt. En GT aussi, le top 2 avait pas changé depuis le début. Au final, ça s'est mal fini à 2 tours. Ouais, c'est Marcello et Antonio Focco qui ont fait la même erreur, la même erreur au même virage, et ça a profité du coup à Maro Engel. Bah la voiture, elle est là, elle est posée. Hein. Bon spot pour regarder la course, hein, je pense. Hein. La voiture de Sota Ogawa.
Alors pour moi, franchement, en vrai, j'ai beaucoup de mal à tomber sur les commissaires de course, puisque jusque-là, ils avaient fait un taf qui était vraiment bien, hein. Ils avaient fait un taf qui est vraiment bien, mais j'ai l'impression que le problème, c'est surtout que les pilotes se crachent à des endroits pas conventionnels sur ce Grand Prix, contrairement aux qualifs ou aux essais libres, ou à la course qualificative, où ouais, les commissaires étaient au taquet et la safety car durait un tour, quoi. Euh, pour Xelanka, qualif random, je dirais pas qualif random. Au final, les qualifs étaient bien. Les qualifs étaient bien, il y a juste les gros favoris qui se sont crachés. Et ça, ils peuvent s'en prendre un peu qu'à eux-mêmes. Alors évidemment, parmi les favoris, évidemment, ça implique évidemment, malheureusement, Evan Gilter. Mais pour Beganovic, pour Dunn, pour Gilter, c'est la même chose en fait. Il y avait un double drapeau jaune qui avait été présenté devant eux, un double drapeau jaune à Macao, tu te doutes qu'il y a un gros souci. Du coup, t'essayes pas de garder. Enfin, voilà, malheureusement, c'est des pilotes, donc évidemment, ils vont essayer d'être le plus rapide pour passer. Mais voilà, un double drapeau jaune à Macao, tu te doutes que la voiture est peut-être en carafe et en train de bloquer la piste. Et voilà, Beganovic et Dunn et Gilter aussi n'ont malheureusement pas été assez prudents, et c'est dommage. Tu vas regarder un moto Grand Prix cet après-midi? Non, non, non. Non, moi je reste Formule Promotion, monoplace, moto, je m'y connais pas, hein, je m'y connais pas. Hein. Après, je trouve que les moyens pour la sécurité en Asie, c'est pas ça par rapport à d'autres régions. Honnêtement, Macao, c'est complètement anachronique, hein, c'est sûr. Jamais on introduirait une épreuve comme Macao aujourd'hui si elle arrivait dans le calendrier. Enfin, ça serait. Ouais, Safety Car Indy Slap, finalement, enfin. On va avoir 2 tours. 2 tours de folie, peut-être. 2 tours de folie, on est peut-être à 2 tours d'une victoire française ou d'un triple abandon français. Tu penses Macao plus dur que Monaco? Je sais pas. En vrai, c'est pas des pilotes de la même génération aussi. Macao, c'est des pilotes un peu plus jeunes. C'est aussi un circuit qu'on connaît beaucoup moins. Monaco, tout le monde connaît le circuit de Monaco. Macao, beaucoup moins. Je saurais pas dire. Faudrait avoir des avis de pilotes qui ont fait les deux. Je sais pas. Déjà ici, ils collent pas les rails comme à Monaco. Ouais, franchement, je sais pas. Je sais pas, faudrait demander à des pilotes. Mais je pense que Macao aussi, ça a plus ce côté unique, car tu le fais pas 36 000 fois dans ta carrière, car c'est un truc de formule de promotion. Alors que Monaco, ça devient la routine au bout d'un moment. Alors, est-ce que Oli Goethe sera prompt à réagir cette fois sur la relance d'Ugo Ugochukwu? Ugochukwu qui relance à peu près à ce niveau-là, ou en tout cas dans les prochains mètres. C'est ce qu'il a fait pour toutes ses relances jusqu'ici. Il relance un peu plus tard, et c'est parti derrière un peu, il y a eu des dégâts pour Jin Nakamura qui a été une suspension cassée. Pour moi, la relance d'Ugo Chukwu, elle pose pas de problème, mais ça a posé problème à Jin Nakamura qui va devoir abandonner. Je ne pense pas, il y a moyen qu'on finisse encore sous safety car, hein, du coup, à cause de ça. Ugo Chukwu qui doit bien passer ce virage, ça passe pour tout le monde, ouais, c'est Jin Nakamura qui a tapé, c'était bien ça. Alors, Matteo De Palo qui met la pression à Enzo Dellini. Et derrière, Oli Goethe qui est plus proche que d'Ugo Chukwu que d'habitude. On voit Théophile Nael dans le fond qui va essayer d'entamer sa remontée avec 2 tours restants. Est-ce que Enzo Dellini peut essayer de créer la surprise et d'effectuer un dépassement peut-être sur Freddy Slater? Attention à Matteo De Palo. Matteo De Palo qui va essayer de se montrer à l'intérieur. Enzo Dellini qui suit l'aspiration de Slater et de Noël Léon. Slater à l'extérieur. Ce Noël Léon, est-ce qu'il va tenter le tout pour le podium au Grand Prix de Macao? Ça va pas le faire. Slater qui va devoir se rabattre. On va garder ces mêmes positions là. Pas de crash pour le moment au virage 3. C'est passé pour tout le monde. Alors Jin Nakamura, ouais, il pouvait encore rouler, donc j'espère qu'il a pu rentrer au stand. Si on peut avoir quand même 2 tours complets de course, ça serait quand même vachement pratique. Et Mariboya qui entre dans le top 10, c'est incroyable, Dino Bekanovic, il est nulle part. Mariboya qui partait dernier va finir dans le top 10, c'est une remontée exceptionnelle de la part du pilote espagnol. Jin Nakamura, il est pas dans les stands hein, pour le moment. Hein. Il est pas dans les stands selon le live timing. Théophile Nael, donc il remonte à la 17ème place. C'est déjà ça, on va dire. On va avoir surtout une grosse opportunité de dépassement au prochain tour. Et après, ça sera vraiment beaucoup plus dur de doubler. Ugo Chukwu, Goethe, Léon, Slater, Dellini. Jin Nakamura est toujours pas dans les stands. Hein.
Alors j'espère que les commissaires peuvent vite évacuer sa voiture. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de drapeau jaune. Hein. Pas de drapeau jaune, pas de safety car. Donc je pense que ça posera pas de problème. On devrait pouvoir un dernier tour. On devrait pouvoir avoir un dernier tour complet. Là, c'est surtout Enzo Dellini qui est proche de Freddy Slater pour le moment. Ouais, bah écoutez, Jin Nakamura ne gêne pas en tout cas. Ah, Oli Goethe à 1 seconde, là, a priori, ça paraît bon. Hein. Ça paraît de plus en plus bon pour Ugo Chukwu. Il faut juste pas faire d'erreur. Il faut juste pas faire d'erreur. On a déjà vu, hein. On a déjà vu les Grands Prix de Macao se jouer dans le dernier virage. Il y a une MP dans le mur. Il y a une MP, je crois que c'est Mattia Kolnagi. Je crois voir le numéro 3 sur la voiture. Il s'est craché. Ça posera pas de problème en tout cas pour ces dépassements-là, pour finir cette ligne droite, cette grosse opportunité de dépassement. Attention, les deux PHM, Rachid Aldairi, Matteo De Palo. Et on va avoir aussi une bataille entre Alex Dunn et Cooper Webster. Cooper Webster, il a un rythme incroyable ce week-end, franchement. Et peut-être Freddy Slater, encore sur Noël Léon. Et encore ça va pas le faire, il y a un drapeau jaune qui a été annoncé. Slater à l'intérieur, est-ce qu'il va pouvoir finir son dépassement? Freddy Slater dans le mur, il a tout tenté pour avoir ce podium. Ce n'est pas passé pour le pilote britannique qui va finir le Grand Prix de Macao dans le mur. Noël Léon va rester à la 3e place. Enzo Dellini va gagner une place et passer à la 4e position. Enzo Dellini qui sera le meilleur rookie du Grand Prix de Macao, mais il faut encore finir ce tour en vie. C'est le dernier tour, il y a des drapeaux jaunes. Kolnagi dans le mur, Slater dans le mur. J'aurais bien aimé aussi que Enzo Dellini puisse passer sur Noël Léon, pardon. Et pendant ce temps-là, Cooper Webster est passé sur Alex Dunn. Cooper Webster qui va finir 7ème. Théophile Nael qui est remonté 14ème. C'est incroyable. Enfin, ça sert plus à grand chose, malheureusement. Digne successeur de Norris, vous êtes horrible. En plus, j'ai pas arrêté de dire que c'était un regen de Lando Norris, dans le sens où c'est le jeune pilote britannique qui a énormément d'argent, qui a un énorme talent, qui roule énormément, qui a tout gagné. Et là, c'est vrai que malheureusement, ça fait énormément de mal. Il a tout tenté. En vrai, P4 à Macao, pour lui, ça servait à rien. Fallait tenter, je suis d'accord avec Rémi Feuillâtre. Mais voilà, ça finit mal, ça donne une mauvaise image. On voit l'image de Mattia Kolnagi dans le mur. De toute façon, il y aura drapeau jaune. On ne pourra pas doubler dans ce dernier secteur à cause de Mattia Kolnagi. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui exactement? Je ne sais pas. Enzo Dellini qui va terminer 4ème et meilleur français et meilleur rookie. Belle performance quand même de la part du pilote français qui finit fort sa saison. Mais aujourd'hui, il n'y en avait que pour un seul homme. Et ce week-end surtout, il n'y en avait que pour un seul homme. Poleman. Alors attention, il faut quand même bien éviter la voiture de Kolnagi. Et on est sous voiture de sécurité tout simplement. On va finir comme ça, même pas. Voilà. On finit sous voiture de sécurité. Plus qu'un virage. Et Ugo Chukwu va pouvoir s'imposer et remporter la plus grande victoire de sa carrière. Le pilote McLaren est le 71e vainqueur du Grand Prix de Macao. Il devance Oli Goethe, Noël Léon et Enzo Dellini, 4e meilleur rookie. En car on rappelle Ugo Chukwu, Goethe et Léon qui avaient tous fait Macao avant. Splendide victoire de R-Ace. Splendide victoire de R-Ace. Première participation au Grand Prix de Macao pour l'équipe française. L'équipe française qui s'impose déjà dans les rues de Macao. Franchement, c'était bof cette édition 2024. Super, merci, bonne ambiance. En vrai, voilà, c'était des crashs. C'était beaucoup de crashs, beaucoup de safety cars. Après, c'est ça Macao, c'est aussi le charme de Macao. Il faut rester en vie, hein. Il faut rester en vie, hein. RS, ça monte quand en F3? Mais je suis d'accord, évidemment, ils mériteraient tellement. Leurs performances sont exceptionnelles, c'est l'une des meilleures équipes de FRECA depuis si longtemps. Évidemment, il faudrait, mais voilà, les places sont très dures à aller chercher. Hein. Quelle frustration ce week-end, mais bon, c'est Macao. Bah, c'est exactement ça en fait, c'est exactement ça. Et voilà, évidemment, on pourrait toujours espérer un peu plus de choses, espérer un peu plus de remontées, un peu moins de safety car, etc. Mais c'est aussi ça Macao. Alors évidemment, c'est la fête chez RS. Je sais pas si honnêtement on s'attendait à une performance aussi dingue de RS pour une première participation au Grand Prix de Macao. Qui était avant réservé aux Formule 3. Avec des pilotes de FRECA, il y a vraiment moins d'expérience, donc plus de crash. C'est le risque. C'est le risque. Après voilà, il n'y a pas que des mauvais pilotes qui se sont crashés. Hein. Il y a beaucoup de pilotes très expérimentés, très talentueux qui se sont crashés aussi. Et voilà, Macao, c'est une expérience en circuit urbain. Il y a très peu de pilotes qui avaient cette expérience en circuit urbain. Et voilà, ça rebat les cartes. Il y a certains pilotes qui n'ont pas su profiter des conditions, qui n'ont pas tous su mettre bout à bout. Et c'est vrai qu'il y a de la frustration, notamment pour des Evan Gitter, pour des Théophile Nael. On a vu qu'il y avait un rythme
vraiment très intéressant pour les deux pilotes, mais voilà, il n'y a pas eu tout qui a pu être mis bout à bout, malheureusement. Théophile qui a quand même fait une belle remontée quand même en étant shooté une fois en course qualificative, puis en étant dans les stands à 3 tours de la fin, il termine quand même 14e, c'est quand même pas dégueu, mais rendez-vous compte, sur les 27 voitures, à l'arrivée, il n'y en a que 15, alors qu'on revoit à l'image la tentative de dépassement de Freddy Slater qui a tenté à l'extérieur, il a tenté, he sent the dummy, et il a tenté à l'intérieur, sauf que voilà, ça partait de trop loin, c'était pas contrôlé. Et donc voilà, Freddy Slater termine sur une très mauvaise note sa saison exemplaire, hein, où il a battu le record de victoire d'Andrea Kimi Antonelli en F4 italienne. On dit que ART sera P1 à l'aéroport. C'est vrai que malheureusement, eux, ils ont tout perdu dès le premier tour. ART, Dams, RS, le fleuron français, les amis. On peut même ajouter à la FFSA Academy, hein, qui est un peu l'équipe de la F4 française. Mais oui, quand même. Alors certes, il y a on peut se faire de la déprime à propos de Alpine, à propos de tout ça, mais à propos de Mechachrome, c'est sûr, mais il y a quand même des motifs de satisfaction en France pour la monoplace française, alors on revoit le crash de et le crash de Colnaghi, c'est exactement le même que Rinicella, mais cette fois, lui, n'a pas eu autant de chance que le pilote italien. Naël est sous enquête, pit lane infringement. Écoute, on n'est plus à ça près, hein, de toute façon. Au pire, c'est quoi? Il passe de 14e à 15e. Bon, hein. Naël qui avait quand même fait un dépassement sur Rikuto Kobayashi dans le dernier tour qui lui restait. Même Saint-Eloque, c'est pas si mal pour une jeune équipe. Carrément, hein. Carrément, eux, c'était vraiment leur première fois tout court, puisque RS, on pourra dire, ils avaient fait la F4 à Macao. Saint-Eloque, c'était la première fois tout court dans les rues de Macao. C'est pas dégueu. Alors évidemment, le résultat final, bah on se dit bon, ça pourrait être mieux, surtout quand on a vu Théophile Naël, bah voilà, jouer le top 6 tout le week-end, mais voilà, le rythme était très intéressant. Masterclass de Hugo, pourtant un streamer que je citerai pas, nous avait dit qu'il était pas ouf. Attends, moi j'essaye de tempérer tout le monde. Il y a des gens qui nous disent c'est le futur Lewis Hamilton, il y a des gens qui nous disent il est éclaté, il a rien à faire là, etc. Il y a un juste milieu à trouver, mais clairement, ça reste une énorme surprise, splendide victoire d'Ugo Gochuku, voilà, qui remporte la plus grande victoire de sa carrière sans aucun doute, et qui offre l'une des plus grandes joies de R-Race de ces dernières années. R-Race qui est pas mal passé à côté, enfin, je vais pas dire à côté, qui est un peu passé à côté de sa saison. Alors certes, il y a eu le titre en Formule Régionale Moyen-Orient avec Tuka Taponen, il y a eu... mais voilà, en Freca par exemple, ils sont passés à côté du titre équipe pour 2 petits points en 2023. Là quand même, ils sont passés à côté de plusieurs titres pilotes récemment, mais là, c'est une splendide victoire pour RS, pour l'équipe vendéenne. Tu vas regarder le podium? Bon écoute, j'aimerais... Enfin... J'avoue que si le meilleur rookie il montait sur le podium, j'avoue que j'aurais peut-être regardé le podium, mais en vrai ouais je vais rester. Il va sourire le Hugo, là on est d'accord. Bah, c'est vrai que Hugo il a la réputation de l'homme qui ne sourit jamais. Là je pense que honnêtement on va le voir sourire cette fois. Même s'il fait la gueule sur la présentation. Donc victoire d'Hugo Gochuku devant Oli Goethe, Noël Léon et Enzo Deligny, 4ème et meilleur rookie. Il termine vraiment tout proche. Bon, c'était sous safety car. Matteo De Palo, 5ème devant Rachid Al-Daeri et ses défenses. Et genre, lui, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, Rachid Al-Daeri, il peut défendre comme il veut. Cooper Webster, quelle remontée là aussi devant Alex Dunn, Marie Boya en partant dernier qui finit 9ème. C'est vraiment super impressionnant ce qu'il a fait devant Dino Beganovic, Alexander Abkazava, Tuka Taponen, Rinicella, Naël et Rikuto Kobayashi qui sont les 15 pilotes seulement à avoir terminé. Hugo il est prêt à jouer les P15 l'an prochain. Je vois que Hugo Gochuku ne fait toujours pas l'unanimité malgré sa victoire à Macao. Après voilà, on sait pas quelle sera la hiérarchie l'an prochain en F3. On ne sait pas quelle sera la hiérarchie en prochain F3. Moi, ce que je retiendrai quand même côté français, je suis assez satisfait. Oula, bah, heureusement que c'est l'homme qui sourit. Ah non, c'était avant le Grand Prix, ok. Pour Evan Gilter, alors forcément c'est très frustrant que sa course s'interrompe dès le premier tour. Mais voilà, j'ai vu des choses vraiment très intéressantes. Je l'ai trouvé souvent plus rapide que James Wharton. C'était vraiment très intéressant. Oui, P9, pas P19.
pour Boya FC Benoît 7. Donc JT, pour moi, il y a vraiment des motifs d'espoir, surtout quand on voit, donc voilà, il devrait refaire de la Freka avec ART l'an prochain. Il y a eu vraiment des trucs intéressants, je trouve. Pour Théophile Naël, pour moi, ça va peut-être être une opinion un peu controversée, mais pour moi, j'ai l'impression que c'était le français le plus rapide de ce week-end de Macao. Mais voilà, il y a un peu tout qui est allé contre lui, j'ai l'impression. Voilà, la course qualificative, aux qualifications même, où il peut faire que 2 tours. Mais voilà, après, c'est Macao, il fallait faire les tours au bon moment, en qualification, même s'il y avait les drapeaux rouges, etc. Il faut un peu de réussite, il faut essayer de provoquer sa réussite. En attendant, ça reste quand même une très belle performance, je pense, de Théophile Naël. Donc voilà, très, très beau rythme, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en Formule 3 si son passage chez Van Amersfoort se confirme. Et Enzo Dellini, après la saison vraiment compliquée qu'il a eue, ça fait du bien de finir, voilà, 4ème, meilleur rookie dans l'une des plus grandes courses au monde, ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Fun fact, aucun des 6 pilotes que tu avais mis 5 ou 4 étoiles lors de la preview n'a terminé dans le top 7. Bah en fait, c'était un peu déjà ce qu'on s'était dit lors de la course qualificative, puisque les qualifications avaient été très surprenantes avec voilà Beganovic, Taponen, Wharton, Dunn, qui s'étaient tous crashés. Oui, je crois que c'était les pilotes que j'avais mis 5 étoiles, Wharton aussi. Et je pensais qu'ils allaient pouvoir remonter plus que ça en course. Et au final, non. Et au final, en fait, les pilotes qui se sont distingués en qualification, donc je vais dire, bah voilà, Ugo Chukwu, Goethe, Léon, Dellini, c'est les pilotes qui n'ont fait aucune erreur de tout le week-end. Donc franchement, chapeau à eux, car ça a été... alors certes, peut-être que certains pilotes étaient plus rapides, mais eux, ils n'ont fait aucune erreur. Et surtout, voilà, pour un pilote comme Enzo Dellini, qui a seulement 16 ans, qui était l'un des plus jeunes, qui découvrait le circuit de Macao, c'est franchement très bien. Et après, voilà, après la saison qu'il a eue, c'est franchement très positif pour la suite. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Enzo Dellini en 2025. Il doit vraiment passer plusieurs caps l'an prochain. Voilà, il restera avec cette équipe Air Race. On le retrouvera cet hiver en Formule régionale Moyen-Orient pendant l'hiver, puis on le retrouvera en Freka. Avec Air Race, il a intérêt de jouer devant Enzo. Oui, je pense qu'il jouera devant. Je pense qu'il jouera devant. J'espère qu'il fera, voilà, comme a fait Tuka Taponen cette année à peu près. Ça serait vraiment top, top pour sa carrière. Premier podium à Macao pour Pinnacle également. Oh, intéressant, je l'avais pas cette stat. Quand le moteur ne meurt pas en ligne droite, c'est bien mieux déligné. Alors c'est vrai que voilà, j'avais vu des caméras embarquées, hein, surtout les derniers week-ends, à Monza notamment, où Enzo Dellini, il n'avait plus de moteur, disons les choses, il n'avait plus de moteur. Donc là c'est sûr, avec des... Il se battait à armes plus égales ce week-end à Macao. Donc ensuite, c'est quoi la suite, vous me direz? C'est quoi la suite? Alors je pense, oui, on fera un débrief de ce Grand Prix de Macao. Oui, on fera un débrief de ce Grand Prix de Macao dans la semaine. Alors je sais pas quel jour c'est le plus approprié, peut-être mercredi soir, peut-être mardi soir, je ne sais pas. Quand même, Léon et Goethe, ils cassent les couilles d'être là. Ah, je suis d'accord, voilà, enfin bon, c'est un peu dommage, je trouve que les pilotes de F2, F3 aillent dans cette Coupe du Monde de Formule régionale. Surtout qu'ils vont pas être super contents d'être sur le podium, enfin, puisque eux, ils venaient juste pour la victoire. Alors que voilà, hey, Enzo Dellini qu'on voit à l'image, il a le sourire, et c'est bien, on l'a pas vu beaucoup. Alors, il parle de quel... Là, il parle de gens qui font des coups... Ah, je pense qu'il parle de Slater qui s'est sorti devant lui. Là, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir Enzo Dellini avec le sourire. Ah, on a Adrien David à l'image, son coach. Ouais, mercredi soir. Hein. La dernière fois avec le logo de Red Bull. La dernière fois, avant peut-être un retour. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais a priori 2025, ce ne sera pas avec les couleurs Red Bull. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, voilà, il reste surveillé par Red Bull. Alors on a Tuka Taponen. Là par contre, Tuka Taponen, c'est pas le même sourire. On a quand même ouais, un petit sourire, un petit coucou à la caméra. Mais bon, on peut comprendre après le week-end cauchemar qu'il a vécu qu'il a un peu moins le sourire que Endo Dellini. Donc oui, je pense on fera... André David donne des conseils pour 2027. Est-ce qu'il pourra voter? Ouais, il pourra voter Enzo Dellini en plus en 2027. Bon écoutez, voilà, quelles sont les prochaines échéances, vous me direz. Donc voilà, on fera un live de débrief du Grand Prix de Macao, certes. Peut-être mercredi soir, comme on le fait de plus en plus. C'est sympa les mercredis soirs, je trouve. Et sinon, la suite, c'est le week-end prochain, il n'y a pas grand-chose. Le week-end prochain, il n'y a même pas de formule de promotion.
franchement pertinentes, à part peut-être la F4, je sais pas, états-unienne ou chinoise ou brésilienne, j'avoue que voilà, on a des limites quand même. Non, les prochaines grosses échéances, c'est la F2 et la F1 Academy, Qatar et Abu Dhabi, fin novembre, début décembre. Et surtout, bah, les essais, en fait. Ça va être plein d'essais de Freca, de F4, etc. Ça va continuer. On va avoir les annonces de pilotes qui vont s'égrener au fur et à mesure des semaines. Et voilà, la suite, en fait, pour tous ces pilotes-là, il reste encore quelques tests. Mais au fond, voilà, la prochaine course, ça sera probablement en janvier pour la Formule régionale Moyen-Orient. On retrouvera peut-être ces pilotes aussi en février, peut-être en Eurocup 3 Winter Series, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour la grande majorité de ces pilotes, c'est une fin de saison, hormis voilà, Goethe et Beganovic qu'on retrouvera en Formule 2 chez MP et chez Dams pour la fin de saison au Qatar et à Abu Dhabi. Bon écoutez, j'en ai marre, ils arrivent toujours pas pour le podium, je pense qu'on va couper, c'est pas comme s'il y avait un Français sur le podium. Du coup, on va s'arrêter sur ce. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à suivre ce live. Caranta, ça va faire la Eurocup Winter. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle de l'Eurocup 3 Winter Series. C'est parce que Jules Caranta va la faire avec Campos. Bon, écoutez, ils sont toujours pas sur le podium. Donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Vous avez assuré. C'était un plaisir d'avoir suivi tout ce Grand Prix, tout ce week-end du Grand Prix de Macao avec vous tous. C'était la première fois que je suivais entièrement comme ça un Grand Prix de Macao. C'était super sympa à suivre. La rediffusion, si vous arrivez un peu tard et que vous vous demandez, mais attends, qui a gagné? La rediffusion arrivera en fin de matinée sur YouTube, sur la chaîne YouTube Percy VOD. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous êtes levé un peu trop tôt pour un dimanche matin, n'hésitez pas à vous recoucher. Et d'ici là, voilà, passez une très bonne journée. À très bientôt. Bye bye.